Chers amis, chers collègues, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue pour cette séance du 14 octobre 2015 de l'Académie nationale de chirurgie, qui est une séance commune avec les sociétés savantes chirurgicales. Avant que nous débutions le programme scientifique, je suis d'abord ravi de vous annoncer que nous allons faire cette première partie en présence de la famille de notre regretté maître et ami et collègue de l'Académie, Jean Nathalie. Cet éloge va être fait par un de ses élèves préférés, Fabien Koskas, et nous lui donnons la parole, et après nous reprendrons le cours de notre académie. Bien. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire, Jean Nathalie, le 13 septembre 2014, s'éteignait. Avec sa famille et ses amis, nous avons tenu à ce que ce fût dans son service dont je suis l'héritier de la seconde génération. Il m'échoit donc l'insigne honneur, moi qui ne fus que son dernier chef de clinique, son Benjamin en quelque sorte, de porter le flambeau. Diapo suivante. Ses origines. Diapo suivante. Les origines. Ces origines sont inscrites dans un triangle tyrrhénien entre la Corse, la Toscane et Marseille. C'est en effet de Ficaggia, village de Castaniche, que vient sa famille paternelle. Née à Livourne, Madame Nathalie Mère devient marseillaise. Quand son père s'installe dans la ville phocéenne, il fonde une petite entreprise spécialisée dans les tonneaux de grande dimension. Jean affectionnait cette devise du tonnelier qui apparaissait sur une gravure de son bureau, mes cercles sur mon dos, mes outils à la main, je conserve à propos du plaisir aux humains. L'attachement de Jean à ses parents transparaît à toutes les lignes des notes qu'il a eu la charité de me laisser. Le père de Jean est un miraculé de la terrible hécatombe de 1910 à 1918 et il devient ingénieur de la compagnie PLM. Diapo suivante. Une enfance ensoleillée, ça c'est la gravure du tonnelier. Jean Nathalie, né à Paris le 1er décembre 1921, mais la petite famille vit à Marseille, dans cette petite maison avec jardin qu'un tram reliait directement au centre-ville. Diapo suivante. Ça, c'est Marseille. Diapo suivante. Au lycée Thiers que Jean fréquente, comme beaucoup de futures célébrités. La plage des Catalans, le Vieux-Port, Notre-Dame de la Garde. Jean s'approprie toutes ces merveilles de la cité phocéenne, et tout particulièrement ce petit train côtier jusqu'à Carry-le-Rouet, où il croise le futur compagnon de la Libération, Pierre Penn. Cette première décennie fut le socle de lumière commun avec son futur mentor, André Sicard. Les études, la France. À 10 ans, Jean Nathalie fait ses études à Paris et complète ses études secondaires au lycée Rollin, devenu depuis Jacques Decour. Il y fait ses humanités, mais c'est son professeur de sciences naturelles qui fait sa vocation de médecin. Les vacances, ce sont la Castaniche, il s'y ennuie un petit peu, les plages de Marseille et la Haute-Loire, diapo suivante, où les Nathalie jouissent du confort primitif d'une petite maison adossée à une grande ferme où tout se passait encore comme au Moyen-Âge. Jean s'approprie cette France rurale qui a perdu la moitié de ses enfants au champ d'honneur de la Grande Guerre. Peut-être faut-il comprendre ici pourquoi une des options funéraires suggérées à Jean par sa famille pour sa dernière demeure était que ses cendres soient dispersées dans les sources de la Loire au Mont-Gerbier-de-Jonc. Ce fut l'autre qui fut choisi à Arcachon, on le sait. Diapo suivante. Alors la guerre et les études de médecine. Jean se retrouve bachelier l'été 39 et la guerre éclate véritablement le 2 septembre. Paris est évacué et Jean doit faire son PCB à Caen. Alors que sonne le glas de la défaite, il trouve refuge temporairement en Haute-Loire. C'est à l'Hôtel-Dieu que Jean fait ses premiers stages, le premier chez Noël Fissinger et le second chez Henri Mondor. Jean prépare l'externat avec ardeur. Il est nommé à son premier concours en 1941.
1942 fut la première de ses 45 années de service à l'assistance publique, devenue depuis Assistance publique Hôpitaux de Paris. Jean se souviendra jusqu'à la fin de ses 5 mois merveilleux en tant qu'externe, avec déjà pour jeune patron André Sicard. Titulaire, Jean est affecté aux enfants malades chez Pierre Huette. Il a la chance de travailler avec Jacques Huguier, le père de Michel. Apparemment, c'est à ce moment que l'histoire d'amour avec la chirurgie devient une passion. Jacques Huguier lui donne le goût de la rigueur, de la clinique et de la technique chirurgicale. Jean choisit la consultation de l'hôpital Saint-Louis pour débrouiller la petite chirurgie, c'est-à-dire, en fait, comprendre qu'elle n'est pas si petite que cela. Son vieux patron, Gaston Picot, grand maître de la chirurgie gynécologique par voie basse, fait de Jean un chirurgien. C'est aussi en 1942 que Jean, Maurice Guignot et Didier Duché adhèrent au groupe des instructeurs et moniteurs de la Direction centrale de l'enseignement de la Croix-Rouge française. Quelle émotion en ouvrant ces documents jaunis par le temps retrouvés chez Pierre Daniker qu'on voit ici, dans les archives du groupe médical de secours et qui témoignent d'une implication dans la résistance dont Jean n'a jamais fait étalage par la suite. Chez Fissinger, Jean avait fait la connaissance d'André Lemaire, qui avait convenu de lui réserver un poste dans son futur service. Le moment venu, André Lemaire ne dirige encore qu'un service de, comme on dit dès longtemps, désencombrement tuberculeux à la Salpêtrière. Le 15 mai 1943, Jean intègre tout de même la division Rambuteau, aujourd'hui démolie, où il assure la charge de salle commune de 30 lits. Un mouroir, où la moitié des patientes, toutes des femmes décédées dans les mois de leur admission. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui le sacrifice que cela représentait. Sur les 8 externes dont Jean, 3 crachés du BK 3 mois plus tard. C'est encore en Haute-Loire que Jean trouve refuge, à 950 mètres d'altitude, diapo suivante, où vient de s'installer un ami de la famille. Jean découvre alors la médecine de proximité, durant l'interminable hiver 43-44, injection intraveineuse, accouchement, incision d'abcès, et même jusqu'à la section d'une bride de hernie étranglée à la ferme. Ce pays d'élevage guérit Jean de sa tuberculose. Il reprend du service, d'abord chez Marcel Lelon, puis à Saint-Louis chez Albert Césari, où il fait enfin fonction d'interne. En effet, on explique alors à Jean qu'il a eu beaucoup de chance de guérir de sa tuberculose et qu'il doit choisir une spécialité plus tranquille que la chirurgie. Une carrière de dermatologue s'ouvre alors chez Robert de Gauss. L'internat, positif. En 1946, Jean reprend sérieusement la préparation de l'internat avec pour conférencier Maurice Guignot et était admissible au concours 47. Robert de Gauss lui réserve immédiatement une place en 4e année. Jean passe l'oral sans encombre et se voit déjà professeur de dermatologie, mais sa passion chirurgicale le travaille. C'est son mentor, Henri Mondor lui-même, qui rend sa 4e année à de Gauss pour reprendre Jean dans son service. Jean y est l'interne de Lucien Léger, puis de Claude Olivier, 2 formidables tempéraments chirurgicaux, mais qui ne s'entendaient pas toujours. La dextérité fulgurante de l'un et la patiente minutie de l'autre incarnent précisément l'ambivalence de la chirurgie moderne. Le semestre suivant est effectué chez Marcel Fèvre, d'abord à Saint-Louis, puis aux enfants malades. C'est à cette occasion que se noua une amitié que le temps ne fit que renforcer avec Denis Pellerin, qu'on voit ici à l'image. L'un des assistants était alors Jean Judet, que Jean aide régulièrement en clinique. Le semestre suivant, même entente avec Paul Padovani, que Jean aide régulièrement aux Augustines. Le semestre suivant est fait chez Jean Brenne, non seulement à l'hôpital de Neuilly, mais aussi à l'amphithéâtre d'anatomie. L'activité est intense. Jean est le benjamin de l'équipe et plonge avec avidité dans la chirurgie générale courante dont il se gorge, notamment celle des fractures. Le semestre d'été 50 fut une révélation avec Robert Monod, dont l'assistant était André Germain, auquel Jean vouait une grande admiration. Sans doute, cette chirurgie de la tuberculose aujourd'hui fossile, collapsothérapie, thoracoplastie, phrénicectomie, occupait encore une partie du service. Mais le service fut à ce moment le berceau de la chirurgie d'exérèse pulmonaire, aujourd'hui incontournable. André Germain avait également une belle activité de chirurgie générale et bénéficiait de la collaboration d'un anesthésiste de niveau exceptionnel pour l'époque, Michel Duranteau. C'est le semestre suivant chez Jean Patel, à Thonon, qui décida de l'orientation finale de Jean.
avec César Nardi, l'orientation du service était la chirurgie digestive. Mais Jean Patel s'intéressait à cette discipline naissante qu'était la chirurgie vasculaire. Jean Patel annonce à Jean Nathalie qu'un jeune chirurgien assistant des hôpitaux avait entrepris un travail expérimental sur modèle animal et avait besoin d'un collaborateur. La problématique de cette recherche est restée d'actualité jusqu'aujourd'hui. Mettre au point un substitut aortique fiable. Jean hésite avant d'accepter car il avait, avec le travail d'interne, les gardes, le travail d'aide d'anatomie, les conférences d'externat, celles d'internat, une barque déjà bien chargée. Nos discussions actuelles sur le temps de travail des internes feraient, j'en suis certain, éclater de rire les contemporains de cette époque. L'attrait pour cette chirurgie de conquête, le charme personnel de Jacques Oudot, ici célébré pour l'expédition Annapurna, font que Jean craque. On connaît la suite, avec le 14 novembre 1950, la première mondiale de traitement d'un syndrome de Lorich par allogreffe aortique. Jean reviendra régulièrement sur le caractère dérisoire des moyens disponibles pour cette avancée qui fut littéralement fondatrice. Ce succès vaut à Jean un poste d'attaché de recherche à l'Institut national d'hygiène, embryon de l'INSERM, et aussi sa médaille d'or. Il fait alors son premier voyage de chirurgien au Karolinska Institute de Stockholm et d'autres chez Debacker à Houston. L'internat se poursuit donc à Cochin, chez Bernard Fay, où il rencontre Nécus, qu'il retrouvera à la Salpêtrière, et se termine à Vaugirard, chez Jean Sénèque, avec Morel Facio et Roux. Privé de sa dernière année chez André Sicard, c'est à Beaujon que Jean retrouve Fernand Flabeau. Jean a souligné l'élégance chirurgicale de ce maître exceptionnel. L'internat de Jean se termine à la clinique Antoine Chantin, avec deux enseignants au tempérament et à la discipline bien différents, Jean Gosset et Jean Daché, avec lequel Jean retrouve la chirurgie thoracique. Diapo suivante, le post-internat au premier service de chirurgie vasculaire. Jacques Oudot était depuis devenu chirurgien des hôpitaux et avait proposé à Jean de devenir son collaborateur. Un accident de la route en juillet 1953 devait en décider autrement, laissant Jean orphelin. Henri Mondor propose alors à Jean une place de chef de clinique. Jean Forel, ici à l'écran, permet à Jean de rester chirurgien vasculaire. En 1955, il est nommé assistant des hôpitaux chez Robert Monod avec André Germain jusqu'en 1958. C'est cette année qu'André Sicard lui propose de fonder dans son service à la Salpêtrière une unité de chirurgie vasculaire. L'unité fonctionne alors comme un aimant attirant de nombreuses vocations. En janvier, Jean reçoit celui qui devait lui succéder, Édouard Kieffer, qui lui dit « Je veux être chirurgien vasculaire ». Diapo suivante, Édouard Kieffer. Jean est flatté par la demande, mais objecte que ni le service ni la spécialité n'existent. On sait la suite. En 1972, cette unité de chirurgie vasculaire devenait un service autonome, le premier à la PHP de chirurgie vasculaire. Jean a dirigé ce service jusqu'à son départ à la retraite en 1987. Diapo suivante. L'envol du service, de 72 à 87. Jean sait s'entourer des meilleurs. Voici le témoignage du plus fidèle des vétérans de Jean, de cette époque de conquête, Max Maraval. 1960, jeune externe chez André Sicard, je fais la connaissance de Jean qui venait d'être nommé agrégé. Au bloc, je me partageais entre André Sicard et Jean. La chirurgie d'André Sicard était réglée et expéditive, celle des voies déjà toutes tracées. À midi, tout était fini. Celle de Jean avait toutes les caractéristiques des voies à inventer. On commençait tôt, on finissait tard, il s'agissait de longues endartérectomies à ciel ouvert, pas de clan mais des pinces de Kelly en trou de compresse, pour qu'elles ne dérapent pas de matériel de suture déduit mais du fil de soie, pour tout substitut artériel des allogreffes aortiques qu'il fallait prélever à la morgue, liés de leur collatéral au lin, pour faire le lendemain le carrefour d'un malade. Mais quelle exaltation quand on pouvait faire cette intervention. Cette première année comme externe fut celle qui m'attacha au maître à tout jamais. Nous étions 10 externes au service du maître, diapo suivante, et parmi nous, cherchez-la sur la diapo suivante, Françoise Carence, qui fit une belle carrière d'anesthésiste, devint plus tard la compagne de Jean jusqu'à ses derniers instants. Revenu comme interne chez André Sicard en 1965, cette fois-ci au célèbre pavillon Antonin Gosset, diapo suivante, je fus accueilli par Jean, qui en était l'étoile montante. Jean avait pour chef de clinique et ami Gilbert Vinardi, qui revenait de chez Michael Debacker à Houston, où la chirurgie vasculaire américaine prenait aussi son envol. Ô combien m'ont appris ces interventions durant lesquelles, avec Gilbert Vinardi, nous aidions Jean. Déjà célèbre,
Jean était submergé de clientèle de chirurgie générale, ce qui expliquait son installation en temps partiel. Il fut même le seul chirurgien de sa catégorie avec Henri Charleux à résister aux sirènes du temps plein hospitalier jusqu'à la fin de sa carrière, sujet de bien des réflexions aujourd'hui. Je me réjouissais alors de l'aider régulièrement à la clinique Turin, Junot, Dalleray et à l'hôpital américain. L'hôpital, Jean y structurait son activité par 3 ou 4 matinées par semaine durant lesquelles s'enchaînaient la visite, la consultation et les interventions. Notre quotidien était fait de sympathectomie lombaire, d'événage et de ces amputations de fin de programme, apanage de l'interne de garde. Pendant ce temps, Jean préparait la révolution suivante, avec quelques neurologues de la Salpêtrière, dont Jean-Claude Gauthier. La chirurgie carotidienne. Prévenir les AVC ischémiques avec de la chirurgie. Quel long chemin parcouru depuis. Jean fut parmi les tout premiers pionniers de ce qui fait aujourd'hui le quotidien de la prévention secondaire des AVC ischémiques. Il fallait alors tout mettre au point, jusqu'à la petite spatule, en passant par les clans, la méthode d'anesthésie, les anticoagulants. Bien sûr, Jean accaparait ses interventions d'avant-garde. C'est tout juste si Vinardi pouvait en faire quelques-unes. Pour qu'aujourd'hui nos internes et nos chefs de clinique en chirurgie vasculaire se partagent les centaines d'interventions annuelles effectuées dans le service. Quand je revins comme chef de clinique chez André Sicard, au pavillon Antonin Gosset, Jean, toujours temps partiel, se préparait à recueillir l'héritage bienveillant de son maître, Sicard, qui lui laissait déjà 20 à 30 lits dans son service. Cette unité fonctionnelle, comme on dirait aujourd'hui, était un moteur majeur de l'activité du service Sicard. La technologie chirurgicale vasculaire entrait dans sa phase de maturité avec des clans, des aiguilles sertides monophiles, les anneaux de Volmar, les substituts artériels en dacron tissés ou tricotés, la sonde de Fogarty, les artériographies. Jean a alors recruté Édouard Kieffer comme chef de clinique. Jean prend la consultation de Lariboisière, il transite par la Nouvelle-Pitié et est de fait à la tête du seul véritable centre de chirurgie vasculaire à la PHP. Il manquait toutefois une présence permanente dans ce service très central d'une APHP qui donnait désormais clairement la préférence au temps plein hospitalier. Jean me proposa de devenir son adjoint, mais je préférais suivre son exemple et développer une activité libérale qui m'a comblé depuis. Ce fut donc à mon collègue et ami Édouard Kieffer de relever le défi et d'incarner le service jour et nuit, nonobstant le temps partiel de Jean. Le sillon était creusé. En 1976, c'est enfin dans le service du docteur Nathalie que je finis mon clinica et devins l'attaché de Jean jusqu'à sa retraite en 1985. 1976-1985. L'époque Nathalie Kieffer. Ni une cohabitation, ni seulement un gentleman agreement, ni un passage de flambeau, mais une sorte d'âge d'or, avec le maître Jean Nathalie qui éclairait de son aura tous les membres de son école. Édouard Kieffer, qui en était l'enseignant rigoureux, intransigeant et omniprésent, et moi-même, qui en était le grand frère, la mémoire et l'expérience. Albert-Claude Benamou, que Jean put promouvoir par la suite, Maurice Benamou, qui avait le quasi-monopole de l'aide du maître en ville, Thierry Richard, Patrick Judeny, Yep Le Tohaï, Christian Petitjean, Jean Labastie, Fabien Coscas et bien d'autres, telle est cette seconde génération de l'école Nathalie. Voici le témoignage d'Albert-Claude Benamou. Diapositive suivante. C'est à la Salpêtrière, dans le service d'André Sicard, comme jeune externe, que Jean m'a communiqué ma passion pour la chirurgie vasculaire. Cette discipline, qui devient ma vocation, était alors en plein essor et s'individualisait. Les explorations vasculaires étaient alors balbutiement, les prothèses remplaçaient les allogreffes, et l'endartérectomie et l'autogreffe veineuse saphène étaient la référence. Quelle excitation que cette conquête quotidienne de la chirurgie vasculaire ouverte. Ce qui était une aventure chez des malades jeunes et hautement sélectionnés devint précisément à cette époque un standard maîtrisé, sans véritable limite d'âge pour le patient. Cette époque, qui a démystifié la chirurgie vasculaire ouverte, exigeait le dynamisme de jeunes loups comme Édouard Kieffer et l'attention bienveillante du maître. Jean fut un des rares maîtres de ce temps à comprendre et à encourager ses élèves. La norme était alors plutôt de les limiter, parfois même de les jalouser. L'école française de chirurgie vasculaire sortait du passé. Jean était déjà le bienveillant patriarche parisien. Le cœur de Paris chirurgical vasculaire battait au rythme des staffs de la Salpêtrière et de Saint-Joseph. La concurrence était réelle mais saine. Entre Jean et Jean-Michel Cormier régnait un respect courtois mais réel. Il en allait de même des échanges avec les écoles lyonnaises, marseillaises, bordelaises, strasbourgeoises, lilloises, nantaises et bien sûr étrangères. Comment oublier cette bienveillance du maître qui, malgré un emploi du temps saturé, prenait toujours le temps du compagnonnage avec les jeunes en salle d'opération. Il était un des rares patrons de l'époque à nous permettre de progresser. L'hôpital et la ville, comme on disait, étaient indistinctement le terrain de son enseignement.
Dans cet enseignement, il n'y avait pas que de la chirurgie vasculaire, mais aussi la littérature, et non seulement médicale, l'actualité politique ou culturelle, jusqu'au golf et au voyage. Jean nous faisait partager les délices de sa richesse d'existence d'homme du monde. Son trait de caractère le plus authentique pour moi était son amour, cette sorte d'émerveillement, cette absence totale de compétition ou de jalousie vis-à-vis des autres, et tout particulièrement de ses élèves, dont il encourageait constamment les audaces, comme la conquête de la horte thoracique ou les premiers pas de l'endovasculaire. Pour Jean, bien mauvais l'élève qui ne surpasse son maître. Son bonheur de vivre, sa confiance en lui, m'ont donné la force de concourir, d'être nommé au CHU de Tours, puis de revenir à la Salpêtrière. Plus tard, je n'oublierai jamais son enthousiasme qui m'a littéralement porté. Diapositive suivante. Ce que la chirurgie vasculaire doit à Jean Nathalie. Aujourd'hui, la chirurgie vasculaire est une spécialité reconnue dans le monde entier. Elle affiche un dynamisme florissant de médecine d'appareil qui attire en France une vingtaine de vocations annuelles, de quoi assurer une homéostasie de bonne qualité. De la chirurgie macro-invasive à la médecine vasculaire en passant par toutes les techniques micro-invasives, une recherche de qualité, un appareil médico-industriel, une société de chirurgie vasculaire, un CNU partagé avec la médecine vasculaire structure la spécialité. Mais c'est au Collège français de chirurgie vasculaire, notre héritage, que nous devons toute cette réussite. Le Collège assure encore à ce jour la formation initiale des chirurgiens vasculaires. Écoutons son dernier membre fondateur encore vivant, diapo suivante, Didier Mélière, grand chirurgien vasculaire, historien de la discipline, sur le rôle capital de Jean dans la création de la spécialité. La chirurgie vasculaire est née au milieu du XXe siècle. La France y a largement contribué avec des deux grandes premières que furent le pontage veineux fémoropoplité en 1948 par Jean Cunelin, élève de Le Riche, et le remplacement de la bifurcation aortique par une bioprothèse en 1950 par Jacques Oudot dans le service de Jean Mélière. Avec la première endartérectomie par José dos Santos en 1946 à Lisbonne et le premier pontage synthétique en 1953 par Blakemore aux États-Unis, ces opérations rendues possibles par la récente maîtrise des premiers anticoagulants furent à la base de toutes les autres techniques de chirurgie ouverte. Durant les 2 décennies suivantes, la chirurgie vasculaire se développa dans divers services au gré des inspirations individuelles. Dans les années 70, tandis que les nouvelles spécialités chirurgicales s'ajoutaient au mou et au dur, la chirurgie vasculaire était pratiquée soit dans des services de chirurgie générale, soit dans ceux de chirurgie thoracique et cardiovasculaire. Dans les 2 cas, la chirurgie vasculaire n'était pas une priorité. Dans les premiers, les opérés vasculaires se retrouvaient à côté des malades septiques. Dans les seconds, les gangrènes débutantes n'étaient pas acceptées, ce qui vouait les malades à l'amputation ou au décès. Les services de chirurgie vasculaire exclusive, comme ceux de Jean Nathalie ou de Jean-Michel Cormier, étaient exceptionnels et acceptaient tous les malades vasculaires sans aucune exclusion, garantissant le meilleur niveau de soins, de formation et de recherche. Les blocages paraissaient insurmontables, mais nous pûmes profiter d'une réforme de la formation des spécialités médicales, âprement discutée à partir de 1976. À l'époque, 2 voies coexistaient, l'internat, fait de pratique sans formation théorique, et le CES avec l'inverse. Je m'engageais dans un long combat pour la synthèse entre ces 2 voies, comme pour les certificats coordonnés d'appareil. Des enseignants qui ne s'étaient jamais rencontrés durent harmoniser la matière enseignée. La réforme de l'internat, en 1979 et 1982, consacrait enfin la synthèse entre pratique et théorie. Les différentes disciplines chirurgicales avaient été invitées à élaborer des programmes de formation. Or, la chirurgie vasculaire n'était pas reconnue comme une discipline autonome. L'établissement d'un programme fut le moyen saisi pour obtenir cette reconnaissance. Pour cela, je me rapprochais de Jean Nathalie dès 1977. Par son aura, l'excellente renommée de son service, les bonnes relations qu'il entretenait avec les spécialistes des autres disciplines, il fut, avec enthousiasme, l'homme providentiel pour fédérer les chirurgiens vasculaires. Les pratiques et les convictions étaient très diverses. Il y avait peu d'evidence-based practice. Jean sut persuader tous les chefs d'école de se réunir pour élaborer des consensus. C'est ainsi que naquit le Collège de chirurgie vasculaire. Diapositive suivante. Les statuts du collège furent si bien pensés qu'ils sont globalement inchangés un demi-siècle plus tard, associant équitablement et exhaustivement universitaires et libéraux. La neutralisation des anticorps sécrétés par la chirurgie générale et la chirurgie thoracique et cardiovasculaire fut difficile. Critiques, injures, menaces, chantages subis étaient d'une violence inimaginable aujourd'hui. Jean y opposa une conviction calme et souriante et fut l'artisan principal de cette paix dont nous savons la fragilité. Il restait à faire reconnaître l'autonomie de la chirurgie vasculaire par les titelles.
En 1979, j'ai pu convaincre Jacques Barrault de l'intérêt de cette spécialité. 3 ans plus tard, le changement de bord politique nous forçait à recommencer devant des contre-attaques des spécialités qui nous étaient hostiles. Nous eûmes avec Jean l'intelligence de saisir l'opportunité que nous offrait la création du Conseil supérieur des universités, alors boudé par la plupart des chirurgiens. Nous signâmes, non sans payer un lourd tribut de reproches, mais la spécialité était définitivement reconnue, bien avant qu'elle ne le soit dans la plupart des pays occidentaux. Cette reconnaissance fut suivie de la création des services de chirurgie vasculaire dans presque toutes les villes universitaires de France. La structuration de la formation des chirurgiens vasculaires devint un modèle pour les autres disciplines. La recherche appliquée connut un essor décuplé. Le collège commença à éditer des recommandations consensuelles qui, à leur tour, furent des modèles pour les autres disciplines chirurgicales. Sans la détermination souriante de Jean Nathalie, soutenu par la performance de son service et son amitié courtoise avec tous ses collègues, il est probable qu'aujourd'hui la chirurgie vasculaire française dépendrait d'autres disciplines au détriment des chirurgiens vasculaires comme de leurs malades. À plusieurs reprises, il s'en fallut de peu pour que le combat soit perdu. Il ne fut gagné que parce que beaucoup ont choisi de défendre l'intérêt des malades plutôt que de poursuivre des rivalités frivoles. Puissent s'en souvenir ceux qui auront à affronter les défis futurs. Diapositive suivante. Ma dette personnelle envers le maître. Au début des années 80, diapo suivante, celle de la fin de mon internat, la chirurgie vasculaire est déjà une discipline recherchée et convoitée par les jeunes chirurgiens. Tous les candidats parisiens se précipitent chez Jean Nathalie ou chez Jean-Michel Cormier pour réserver leur dernière année. Précieux sésame d'entrer dans la discipline. Hélas, un oukase irréfléchi de l'avenue Victoria décide de la suppression à partir de ma promotion de la possibilité de réserver sa dernière année. Ceci nous inflige une bien douloureuse double peine, non seulement de ne pas pouvoir contrôler notre choix de discipline, mais de voir la voie oblitérée par tous ceux des générations précédentes qui avaient conservé le droit de réserver leur dernière année. Imaginez mon désespoir. Je suis alors moniteur et bientôt assistant d'anatomie à la Pitié chez Christian Cabrol et travaille déjà aux injections vasculaires à la faculté. Ces gens qui me donnent la clé de la solution. Faire de mes travaux un mémoire de médaille qui m'offrirait le privilège d'une année supplémentaire, avec choix possible. Je ne le savais pas à l'époque, mais ce qu'il me conseillait était tout simplement de suivre son exemple, lui qui avait obtenu en son temps la médaille d'or. Ce conseil m'offrit le bonheur d'un semestre chez Jean-Michel Cormier et un semestre final chez lui, puis la promesse d'un clinica chez Jean-Claude Patel avec François Bacour, puis chez Jean Nathalie avec Édouard Kieffer. Par la suite, et même après avoir cédé son service à Édouard Kieffer, Jean a constamment suivi ma carrière avec la bienveillance d'un père. Je le revois visitant à la fois émerveillé et apitoyé l'arrière-boutique de mon bureau, où je fabriquais la nuit des premières endoprothèses aortiques sur mesure qui devaient être implantées le lendemain à des malades compassionnels. Il défendit de façon acharnée, je le sais, auprès de l'Académie de médecine, ma candidature au prix de la Noire-Robe en 1990, première dotation de mon laboratoire. Je le revois assistant émerveillé à nos interventions sur l'aorte thoracique, lui qui avait jeté les bases sans lesquelles aucune de ces interventions ne serait possible. C'est sur mon insistance que je rejoignis l'Académie de chirurgie. C'est à ces interventions répétées que je dois mon admission comme membre correspondant permanent à l'Académie nationale de médecine. Il me fit réécrire mon dossier de candidature un nombre incroyable de fois, toujours avec cette ineffable gentillesse et cette volonté paternelle que je lui succède. Car, vous savez, mon cher Fabien, je ne suis pas éternel. Eh bien si, mon cher maître, vous le resterez dans nos cœurs. Diapositive suivante. Le rayonnement international, diapo suivante, de l'école Nathalie. Jean ne s'est pas contenté de mettre la chirurgie vasculaire sur les fronts baptismaux de l'Hexagone. L'école Nathalie a en effet créé les conditions d'une propagation internationale de la discipline, et non seulement dans les pays francophones ou francophiles. À l'origine de ce rayonnement, on retrouve la générosité du personnage. Dès les premiers succès, le service de Jean se transforme en une véritable tour de Babel, acceptant sans les pinaillades administratifs actuels toutes les volontés de formation venant même des antipodes. Il suffisait de baragouiner une demande au maître pour se retrouver faisant fonction d'interne dans le service et être enseigné avec pratiquement la même bienveillance que les collègues officiels IHP. Je me souviens de ce pauvre collègue chinois ne parlant pas un mot de français, bien avant que l'Empire du Milieu ne s'ouvre au monde, qui avait été envoyé dans le service pendant 1 an avec la somme royale de 150 francs par mois pour subsister. Le maître veillait personnellement à trouver ici un poste officiel de FFI, là des aides opératoires en ville, pour permettre à cette légion étrangère de courageux candidats à l'apprentissage de la chirurgie vasculaire de réaliser leur projet.
La quasi-totalité de ces élèves étrangers se considèrent aujourd'hui comme des représentants de l'école Nathalie, ayant pour beaucoup formé école chez eux ou dans leur pays d'adoption. Il serait impossible de les citer tous, tant ils sont nombreux, mais nous nous contenterons de dire qu'ils couvrent tous les continents, sauf l'Antarctique, bien sûr. Citons, diapositive suivante, Domenico Palombo, devenu l'éminent président de la Société italienne de chirurgie vasculaire et membre de nos académies. Homme de science et de culture, Jean a laissé une trace profonde dans la chirurgie vasculaire européenne, en particulier italienne. Pendant de nombreuses années, le pavillon Gosset, à la Salpêtrière, abritait son service, a été le point de repère et la maison commune de jeunes chirurgiens du monde entier, et en particulier italiens. C'est justement pour ce mérite exceptionnel que l'Université de Gênes lui a décerné en 2014 sa prestigieuse médaille d'honneur de médecine et de pharmacie. Jean a non seulement créé son service, mais en a fait une réalité internationale ouverte et innovante, une arène d'enseignement et de croissance culturelle, dans laquelle chacun, sans distinction d'origine, pouvait se sentir chez soi, chacun respecté et mené vers une plus grande connaissance de la science chirurgicale, avec la grâce, l'humanité et l'autorité dont seul un grand patron est capable. Jean n'était pas seulement un exemple pour tout ce qui a trait à l'art de la chirurgie, la culture et l'ouverture d'esprit, il était également par la disponibilité envers ses élèves qu'il suivait et conseillait au-delà de leur parcours à la Salpêtrière. Il savait construire avec eux un rapport durable qui faisait que ses élèves lui étaient liés de façon indéfectible, prenaient conseil auprès de lui et le considéraient comme un repère leur vie durant. En tant que membre de l'Académie de chirurgie et de l'Académie de médecine, il a su maintenir un réseau de collaboration et de présence internationale, notamment italienne, conservant ainsi jusqu'à sa disparition son rôle européen et international. Jean a créé et contribué à développer une chirurgie vasculaire moderne qui décollait à l'époque. Venant des plus grandes villes et des universités italiennes, de très nombreux chirurgiens furent accueillis dans le mythique pavillon Gosset. L'enseignement et le conseil étaient disponibles pour tous. Nous formions une communauté idéale qui ressuscitait le principe même d'universitas, dans son acception originelle de vie commune entre le maître et l'élève. Grand pour sa culture chirurgicale, grand pour son humanité, Jean Nathalie restera pour nous, et en particulier pour les élèves italiens, un idéal, un exemple et un guide sur le plan de la science chirurgicale, et encore plus sur le plan humain. Diapositive suivante. Jean Nathalie, un expert regretté. Diapositive suivante. Jean fut aussi, pendant des décennies, l'expert judiciaire de référence de la spécialité. Pour l'un de ses élèves, ici présent, lui aussi chirurgien vasculaire et expert auprès des tribunaux, Jean-Charles Poulain, Jean avait une exceptionnelle connaissance des arcanes de l'expertise judiciaire et de la jurisprudence, à telle enseigne qu'il était pour beaucoup de magistrats et de compagnies d'assurance le sachant, comme on dit en droit, de référence. Chirurgien à la fois hospitalier et libéral, expert de référence, Jean s'abstenait systématiquement, à juste raison, de critiquer ou surtout de qualifier le comportement du confrère mis en cause. Pour lui, l'expert est commis pour donner un avis médical et non pour juger ou charger une partie. Tous les collègues qui ont eu la chance d'être expertisés par ses soins se souviennent de sa bienveillance, même si les intérêts des plaignants étaient toujours respectés et défendus avec justice. Compréhension, conciliation étaient toujours les lignes directrices de son expertise. C'est avec Jean-Charles Poulain qu'il rédigea, diapositive suivante, L'angiologue et le chirurgien vasculaire face au juge, ouvrage de référence sur le sujet encore aujourd'hui. Parfaitement conscient de la dynamique des lois, des règlements, des codes, Jean a demandé à Poulain de maintenir en son absence cet enseignement en prenant compte bien évidemment des évolutions de la jurisprudence. C'est aujourd'hui chose faite, même si l'on ne peut que regretter le manque de chirurgiens vasculaires experts auprès des tribunaux. Souhaitons à tous ceux qui ont repris cette activité essentielle pour la discipline d'hériter des qualités humaines et éthiques de leur maître. Diapositive suivante. Jean Nathalie, sa famille, ses amis, sa vie extra-chirurgicale. Diapositive suivante. En 1948, Jean épouse Jacqueline, la fille du brillantissime Henri Lafont, qui, comme lui, cultivait à ce point l'excellence qu'il ne lui avait accordé la main de sa fille qu'à condition qu'il succède à l'internat. La jeune famille est alors, diapositive suivante, durement frappée à plusieurs reprises. Son premier bébé, Michel, meurt de façon inexpliquée à 5 mois. Diapositive suivante. En 1963, Henri Lafont, qui restera dans l'histoire ce banquier et homme d'affaires de l'après-guerre, est assassiné devant chez lui, probablement par l'OAS. Jacqueline ne s'en remettra pas et se retire pratiquement de toute vie sociale après cette épreuve. En 1984, leur troisième fils, Didier, ici à l'image, se tue en montagne.
Jacqueline, minée par ce deuil de plus, décède d'un cancer en 1993. On imagine la pression, diapositive suivante, sur le seul fils survivant, François, ici présent. Jean y ajoute des exigences scolaires bien compréhensibles pour l'homme d'élite qui avance dans l'adversité, mais qui tendent un temps leur rapport. Il faudra les qualités de François, une résilience familiale exceptionnelle, diapositive suivante, et le retour du fils brillamment diplômé d'une université américaine et les petits-enfants pour rétablir entente et complicité entre Jean et son fils. Privé trop longtemps de proximité filiale, Jean se rattrape avec ses 3 petits-enfants qu'il emmène avec lui en congrès, dont il se délecte lors des vacances familiales à Arcachon, diapositive suivante. Il est fier de leur réussite professionnelle, même s'il ne l'exprime pas facilement en famille. Il a la joie ultime de connaître ses 3 arrière-petits-enfants, dont Octave, diapositive suivante, et Héloïse, dont il admire la maîtrise des smartphones, diapositive suivante, lors de son dernier été à Arcachon en 2014, diapositive suivante. La solidité de la famille Nathalie rétablie, Jean retrouve Françoise Carence, sa première externe fille. Étrange coïncidence, le village d'origine de Françoise n'est qu'à quelques kilomètres de Ficadja. Françoise n'ayant aucun parent ou ami dans le monde médical, Jean devient son mentor dès cet externat. Exigeant pour elle comme pour un membre de sa famille, il la comble de conseils avisés, au point de l'inciter à devenir l'anesthésiste de Max Maraval, avec lequel elle a travaillé de façon harmonieuse et heureuse pendant plus de 30 ans. Françoise fonde une famille, mais après 25 ans de mariage, elle perd elle aussi son conjoint de noyade dans des conditions dramatiques et se retrouve seule avec sa fille adolescente. Le pygmalionisme professionnel entre Jean et Françoise s'est alors transformé en relation amoureuse, un véritable mariage morganatique. Pour ces 2 êtres que la vie n'avait pas épargnés, ce sont la force et la joie de vivre de Jean qui furent des moteurs. Elle lui offre à développer son amour de la musique, et notamment à l'opéra, diapositive suivante, en témoignent ses magnifiques pèlerinages à Bayreuth. Il lui offre son amour des voyages partout, diapositive suivante, inlassable, intrépide voyageur. Jean emmène Françoise au bout de tous les mondes, jusqu'à la contrarier avec un voyage âprement discuté au Japon, jusqu'à forcer l'admiration de tous, quand après de 90 ans, fraîchement opéré des genoux, il escalade avec elle le roc du Cap Horn à partir d'un zodiaque et la fait camper, sublime cruauté, en Antarctique par des températures certes estivales, mais proches de zéro. Leur amour commun du golf, fait qu'aucun parcours de golf connu de notre petite planète ne leur est étranger. Cette prodigieuse joie de vivre allait toutefois avec un sens aigu du temps qui passe et n'épargne personne. Je le revois lors des nombreuses visites dont il m'honorait à leur jeune chef de service, son service, m'exhortant avec une volonté typique de celle des pères avec leurs enfants à faire acte de candidature aux académies. Vous savez, mon cher Fabien, je ne suis pas éternel. Une main de fer dans un gant de velours. Il faisait tout pour se maintenir en forme, pour Françoise, pour ses enfants, pour ses élèves, pour ses chères académies, au point de taire ses inquiétudes devant les premières alertes de cette arythmie qui l'emporta. Sa présence académique est connue de tous. Au-delà d'une curiosité critique remarquable, Jean était admiré pour ses humanités académiques. Dans ses affaires, j'ai retrouvé avec émerveillement les documents de construction des nombreux éloges qu'il a rédigés pour les maîtres et collègues disparus. Il était extrêmement minutieux et précis dans ses recherches. Françoise l'appelait le Bossuet de l'Académie. Jean a fondé avec Jean-Charles Poulain l'Archivago, Association française des chirurgiens vasculaires golfeurs, et préside pendant 20 ans l'AIG, Association des anciens internes golfeurs. Il a ouvert aux AIG le club très chic, diapositive suivante, de Mortefontaine, dans l'Oise, une preuve de plus de sa volonté de communiquer sa joie de vivre à ses élèves, directs ou non. Que tous ceux qu'il a formés en chirurgie vasculaire, en expertise judiciaire, en golf et en joie de vivre, méditent, diapositive suivante, se swing et appliquent la leçon de leur maître chirurgien vasculaire et homme du monde. Diapositive suivante. En conclusion, c'est quand leur disparition ouvre à nos pieds le gouffre de la mort
que nous prenons la réelle mesure de ceux qui ont fait de nous ce que nous sommes. Grande étoile au firmament de la chirurgie vasculaire, reçois, cher Jean, l'admiration et la vénération de nous tous. Merci d'avoir été. Nous n'oublierons jamais ta sublime intelligence. Puisse ton exemple nous accompagner. Merci Fabien Koskas pour cet éloge très émouvant d'un très grand maître de la chirurgie française. Je vous propose d'interrompre pendant quelques minutes la séance, le temps de permettre à la famille de Jean Nathalie et ses invités de se retirer, puis nous reprendrons le cours normal de nos activités scientifiques.